Bien, avec notre présence, la salle du Conseil va rapidement se réchauffer. Il ne fait pas froid d'ailleurs, mais effectivement, la question du chauffage est, vous le savez, en ce moment d'une cruelle actualité. Et notamment quand on a, comme une ville de Morlaix, 32 équipements recevant du public sur la ville. Cette question, elle est particulièrement importante. Ça correspond bien évidemment à un niveau de service pour nos concitoyens, mais vous le savez, on est dans un contexte de choc énergétique. Ça aussi engendre des dépenses qui sont particulièrement élevées, surtout quand on les multiplie par les coefficients d'augmentation des coûts de l'énergie. Bon, nous devrions avoir, je l'espère, dans les jours, au pire dans les semaines qui viennent, quelques nouvelles de la mise en place des dispositifs d'accompagnement. Quelques-uns sont en attente. Les décrets sur le bouclier tarifaire des EHPAD, puisqu'il devrait être contenu à... La facture devrait être contenue à 15% d'augmentation, et du FJT, mais d'autres mesures, nous y reviendrons au cours du Conseil, mais il est vrai que la période est encore incertaine en termes de compréhension et même de mise en œuvre des différents dispositifs dont certains sont annoncés et dont on n'a pas encore les modalités de mise en œuvre. Mais cela nous engage au travail pour notre conseil municipal de ce soir et je procède à l'appel. Jean-Paul Vermeau, je suis présent. Ismaël Dupont. Présent. Bonsoir à tous. Catherine Tréanton. Présente. Yvon Laurence a donné pouvoir à David Guillaumard. Nathalie Barnet. Présente. Valérie Scatolin. Frédéric Laminotte. Laetitia Tosser, pouvoir à Patrick Gambache. Jérôme Plouzen, pouvoir à Ghislain Guingamp. Françoise Keinec, pouvoir à Ismaël Dupont. Présent. Patrick Gambache. Marie-Françoise Madec. Patricia Stéphan. Amada Zoubeiri. Élise Kerebel, pouvoir à André Laurent. Présent. Catel Salazar. Elle est en retard, elle est sur la route de Saint-Brieuc. Elle nous rejoindra dans quelques minutes. Henri Merlin Gaba Ngaba. Édith Fer, pouvoir à Marie-Françoise Madec. Camille Thomas. David Guillaumard. Christelle Breton. Ghislain Guingamp. Maëla Burlot, pouvoir à Frédéric Laminotte. Jolane Faucheur. Eugène Davider-Karadec. Jean-Charles Pouliquin, pouvoir à Georges Oregan. Georges Oregan, présent. Charlotte Julie va peut-être arriver plus tard. Ouais. Charlotte Julie, Christophe Stewart. Bonsoir. Marie Galouedec a donné pouvoir à Catherine Tréanton. Présent. Serge Moulec et Sabine Duval-Arnoux. J'ai demandé à Nathalie Barnet d'être notre secrétaire de séance du soir. Merci Nathalie. Et le premier point à l'ordre du jour, c'est un retrait de délibération. La dernière, qui concernait une demande de subvention de fonctionnement pour une résidence d'artistes auprès de la région Bretagne. Et le conseil régional nous a informé que nous n'étions pas éligibles. Donc on ne va pas délibérer pour faire cette demande. Elle est retirée du conseil. Le prochain point à l'ordre du jour appelle à l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 29 septembre 2022. Y a-t-il des questions afférentes à ce compte-rendu? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions pour son acceptation? Il est adopté. Je vous remercie. Le point suivant appelle à l'information du conseil municipal des décisions prises dans le cadre de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Les décisions prises par délégation. Y a-t-il des questions sur cette décision? Eh bien, s'il n'y en a pas, nous allons pouvoir passer à la première délibération, modification du règlement intérieur du conseil municipal présenté par Patrick Gambache. Bonsoir. Voilà, en fait, cette première délibération a pour but de nous mettre en conformité avec la loi votée en
en octobre 21 qui demande donc à passer sous format numérique, donc un certain nombre de documents qui étaient jusqu'à présent au format papier. Donc le premier point concerne le procès-verbal de séance qui sera dorénavant arrêté dans la semaine qui suit et publié au format électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la commune. Et bien entendu, un exemplaire papier devra être à la disposition des gens qui souhaiteraient l'avoir. La deuxième est la suppression du compte-rendu de séance, la suppression de l'obligation de publication. Donc jusqu'à présent, on avait eu l'obligation de publier les comptes-rendus de séance. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. La troisième point de cette réforme est la fin du caractère obligatoire de la publicité sur papier. Donc c'est ce que je vous disais en début. C'est au passage numérique de l'ensemble des documents du conseil municipal. Et enfin, la suppression du recueil des actes administratifs. Là encore, pareil, suppression de l'obligation dans les communes de plus de 3500 habitants de publier leur acte réglementaire. Le contenu fait doublon avec celui des registres des délibérations qui est lui aussi numérique. Voilà, donc la délibération, si vous acceptez de la voter, est d'accepter les modifications du règlement intérieur, donc l'article 23-24, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. L'article 2, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires afin de permettre la bonne application du présent règlement intérieur. Et le troisième, cet acte sera transmis au préfet du Finistère pour le contrôle de légalité. Voilà, la commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 8 novembre, a voté à l'unanimité, favorablement à l'unanimité. Si vous avez des questions. Y a-t-il des questions? Oui, Georges? La suppression de l'obligation, certes, et du coup, la ville de Morlaix va faire quoi? Que ce qui n'est pas interdit est autorisé. Monsieur Gambache? Alors, en fait, non, on ne sait pas la suppression de l'obligation, c'est la suppression qui fait qu'aujourd'hui, on nous demande d'avoir tous nos actes au format électronique. Donc ça, c'est l'obligation réglementaire. Donc on va s'y conformer, on y est déjà, on publie déjà beaucoup de choses. Et là, on va mettre en œuvre la totalité donc, de ce qui nous est demandé au format électronique. Tout en disant, comme je disais tout à l'heure, le fait de garder toujours un format papier pour permettre à des gens qui n'auraient pas à disposition un ordinateur ou une connexion Internet de pouvoir consulter l'ensemble des documents. Voilà. Donc, mise à disposition sous format numérique déjà de la captation vidéo quasi sous 48 heures, du recueil de l'ensemble des minutes, c'est-à-dire l'ensemble de nos échanges du Conseil qui seront mis à disposition sur le site internet de la ville. Et si il nous était demandé des formats papier, ils devront être demandés spécifiquement. C'est une mesure de transition énergétique écologique. Et Madame Salazar nous rejoint. Bienvenue, Catel. Nous avions enregistré ton léger retard. S'il n'y a pas d'autres questions sur cette délibération, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Nous pouvons continuer avec le Fonds de coopération et de solidarité territoriale de Morlaix Communauté, présenté par Ismaël Dupont. Donc, dans le cadre du projet de territoire, Morlaix Communauté a décidé de venir en appui de ses communes membres à travers notamment la mise en place d'un dispositif d'attribution de fonds de concours dénommé Fonds de coopération et de solidarité territoriale sur la période 2022-2026. Le Conseil communautaire de Morlaix Communauté a décidé par délibération du 27 juin 2022 d'accompagner les projets d'investissement communaux. Une enveloppe financière de 3,3 millions d'euros 80 000 a été programmée sur 5 ans, entre 2022 et 2026. L'objectif de ce fonds est d'aider financièrement les communes à réaliser des projets importants et structurants. L'éligibilité au fonds de coopération et de solidarité territoriale tient compte de l'intégration du projet communal dans les objectifs du projet de territoire. Afin de rendre opérationnel ce fonds de coopération et de solidarité territoriale, les communes sont invitées à délibérer afin d'approuver les conditions et montants déterminés dans la délibération du Conseil de communauté du 27 juin 2022. Donc, l'enveloppe du présent fonds de concours est fixée à 371 098 € pour la ville de Morlaix. Et donc ça concerne 3 ans.
Et il est précisé qu'une convention financière entre Morlaix Communauté et la commune sera établie pour chaque projet éligible au Fonds de coopération et de solidarité territoriale 2022-2026. Donc la Commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 8 novembre 2022, a émis un avis favorable à l'unanimité par rapport à cette délibération. Pour ceux qui avaient suivi la délibération et la mise en place de ce fonds de solidarité à l'échelle territoriale, c'est un changement majeur par rapport aux fonds qui ont pu exister précédemment, puisqu'ils étaient, sur le dernier qui avait voté au cours du mandat précédent, ils allouaient tous la même somme à chaque commune membre de l'EPCI. Donc là, il y a eu un socle de base qui allouait 100 000 € par commune de l'EPCI, mais également un volet qui s'appuyait sur la situation sociale des communes, sachant que sur ce volet-là, Morlaix a eu une dotation complémentaire plus forte que les autres, puisque ça me permet de rappeler que nous accueillons pas loin de 50% des logements sociaux du territoire, et que cela crée une situation et des accompagnements, ne serait-ce que par notre CCAS, et un niveau de difficulté sociale sensiblement plus fort que dans d'autres communes du territoire. Donc ce fonds a été pensé pour avoir une allocation de base, mais une allocation complémentaire en fonction de la situation sociale des communes. Y a-t-il d'autres questions sur ce fonds? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Nous avons un mandat spécial à soumettre à votre approbation concernant le fait que Morlaix Communauté ait été retenu avec l'appui de la ville de Morlaix par le ministère des Affaires étrangères dans le cadre d'un projet de coopération décentralisée avec la Cisjordanie et plus précisément le camp de réfugiés de Jalazone sur la question de production d'eau potable et du cycle de l'eau, une compétence qui s'est développée au sein de la collectivité. Une délibération en ce sens a été présentée lundi au Conseil de communauté et un des acteurs des relations avec les associations palestiniennes AFPS et AJPS présentes sur notre territoire, c'est Patrick Gambache, qui participe également aux travaux de la Commission des finances de Morlaix Communauté, qui accompagnerait cette première mission sous l'égide du ministère et du consul de France à Jérusalem. Les frais seraient entièrement pris en charge dans le cadre de cette convention de coopération décentralisée par le ministère des Affaires étrangères et Morlaix Communauté. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Oui. Juste une observation. En période de sobriété énergétique et financière, je ne suis pas sûr que ce type de déplacement soit nécessairement justifié. Voilà. Mais bon, observation personnelle. Vous ferez le point au sein de l'opposition, puisque le mandat à Morlaix Communauté a été voté par vos membres à l'unanimité lundi soir. Monsieur Moulec. Je vais lire mon intervention, ça évitera les quiproquos. Alors que les Morlaisiens, comme tout le monde, sont frappés par une inflation bientôt à 2 chiffres, alors que nombre d'entre eux s'interrogent sur la manière dont ils vont se chauffer cet hiver et qui gèrent leur budget à l'euro près, alors qu'ils sont nombreux à limiter leurs déplacements en raison de l'explosion des coûts énergétiques, alors que beaucoup de comptes rendus de conseils municipaux font état de décisions d'économies drastiques, on nous présente une délibération concernant un voyage d'élus. Décoller de Brest, atterrir à Paris, redécoller de Paris, atterrir à Tel Aviv, prendre un moyen de transport collectif, c'est souhaitable, arriver à Jalazone. Aïe aïe aïe, le bilan carbone. Lors du dernier conseil municipal, le premier adjoint a déclaré « Préparer un budget en l'état actuel, je ne sais pas faire ». Ça nous interroge. Que la situation israélo-palestinienne, compte tenu des récentes élections en plus, soit de nouveau préoccupante, nul ne le conteste. Approuver cette dépense que les contribuables morlaisiens vont payer 2 fois, une fois par Morlaix-Co et une fois pour Morlaix-Ville, concernant un voyage d'élus, peu importe finalement la destination, me paraît paradoxal, voire provoquant dans ces temps difficiles. Ne doit-on pas chercher les moyens à moindre coût pour soutenir une cause, quelle qu'elle soit, plutôt que d'engager des dépenses? En conséquence, je m'abstiendrai sur cette délibération. Bon. Une intervention, ça se prépare par la bonne lecture de la délibération. Et la délibération est très claire, aucun frais.
n'est supporté par la ville de Morlaix. Vous l'avez dû certainement, l'article 2 qui stipule que les frais sont pris en charge dans le cadre de la convention de coopération décentralisée entre Morlaix Communauté et le ministère des Affaires étrangères. Je peux vous rassurer, quand une collectivité s'engage, cela l'engage. Et nous avons fait effectivement une convention avec le ministère des Affaires étrangères. J'entends votre argument, vous allez le développer d'ailleurs dans les questions orales que vous avez déposées à la fin de ce conseil. Donc, je vous rassure, pas d'engagement budgétaire de la ville de Morlaix, donc ne vous inquiétez pas pour le contribuable morlaisien, mais vous le dites, je crois, et je devance un peu ce conseil, nous vivons dans un contexte géostratégique et politique où nous subissons, quoi qu'il en soit, des situations qui sont en dehors de notre territoire national. La situation de la Cisjordanie, particulièrement, et depuis des années, fait l'objet d'une attention particulière. Nous déplaçons dans le cadre d'une compétence de Morlaix Communauté, qui est l'aide internationale, notamment sur les questions de l'eau, qui a fait l'objet de conventionnements avec différentes associations, Morlaix Réau, Michel Gestin pour l'enfance, et qui fait l'objet d'un fonds dédié pour l'accompagnement. Et là, effectivement, je vous l'apprends peut-être pour vous rassurer, un fonds dédié qui provient du budget de l'eau par l'intermédiaire de la loi Oudin. Donc là encore, c'est un financement dédié, et cette année, les missions en Afrique centrale, comme à Réau, étant difficilement mises en œuvre, il y a une disponibilité financière qui de toute façon n'aurait pas pu servir à autre chose. Donc je vous rassure complètement. Sur le coût du voyage, je vous rassure également, la prise en charge des billets, je vous le répète une nouvelle fois, il n'y a que ça qui est pris en charge, parce qu'une fois sur place, nous sommes pris en charge par le consul de France à Jérusalem et par le comité du peuple du camp de Jalazone. Donc il n'y aura en plus pas de frais sur place, puisque l'ensemble de l'hébergement, de la nourriture et des déplacements est pris en charge. Donc j'entends votre alerte, je vous rassure totalement, c'était déjà pour une partie de la question que vous avez posée, la réponse était dans l'article 2, cette délibération, les frais ne sont pas pris en charge par la ville, et ils seront modiques, puisque je crois, et je le dis de tête, le billet d'avion est à 4 à 500 €, financé à moitié par le ministère, pardon 450, il y a 5 personnes qui se déplacent, 5 fois 450, voilà, et la moitié prise en charge, donc cette mission, elle coûte 1075 € à Morlaix Communauté. C'est une question vitale pour la situation du camp de Jalazone. Et comme je vous le dis, certains de vos collègues ont déjà voté le mandat qui autorisait les élus communautaires à s'y rendre. Le mandat de ce soir, c'est le seul mandat d'un seul élu, celui de M. Patrick Gambache. Y a-t-il d'autres questions sur ce mandat spécial? Georges? Bonsoir Charlotte. Je m'étais simplement interrogé sur l'opportunité 2. Je n'ai pas dit que je ne votais pas le mandat, qu'on soit bien clair. Merci Georges. S'il n'y a pas d'autres questions sur ce mandat, y a-t-il des abstentions? Une abstention de Serge Moulec, des oppositions? Pas d'opposition. Je vous remercie et nous pouvons continuer sur une demande de subvention FEADER au titre du programme Leader pour l'opération création d'une légumerie présentée par Ismaël Dupont. Oui, c'est un projet qui a déjà été exposé plusieurs fois au conseil municipal, celui d'une légumerie donc, attenante à la cuisine centrale qui permettra de laver et de couper des légumes frais pour intégrer plus de légumes frais dans les repas servis par la cuisine centrale et obtenir ainsi des gains qualitatifs. Alors, il se trouve que depuis la première demande de subvention, on s'est rendu compte qu'il y avait la possibilité de subventionner également un demi ETP, donc un demi-poste pour travailler dans cette légumerie sur la première année. Du coup, ça valait le coup en fait de faire un amendement en fait à notre demande de subvention pour financer ce demi-poste sur la première année. Donc, je vous lis la délibération. Par délibération en date du 7 avril 2022, le Conseil municipal a autorisé le maire
à solliciter une subvention auprès du Fonds européen agricole pour le développement rural, le FEDER, au titre du programme LEADER pour la création d'une légumerie au sein de la cuisine centrale de la ville de Morlaix. Une décision de l'organe délibérant autorisant le projet et sollicitant explicitement le Fonds européen agricole pour le développement rural et à inclure au dossier de demande de subvention qui sera instruit puis présenté à une commission permanente. Le conseil municipal est invité à délibérer pour porter une modification relative au financement au cours du premier exercice d'un demi-ETP nécessaire au fonctionnement de la légumerie. Donc, à la fin de la délibération, vous avez le tableau avec la nature des dépenses et des recettes et les dépenses qui sont visées du coup par les subventions. Donc, la subvention du FEDER et de l'Europe serait de 75 000 €, concernerait 70% du projet, et l'autofinancement de 22 500 €. Et donc, ça toucherait donc à la fois l'acquisition d'un bâtiment modulaire de 30 mètres carrés pour 50 000 €, le coût annuel d'un demi-ETP pour 17 500 € et le matériel spécifique pour le lavage, parage et la découpe des légumes pour 30 000 €. Le tout donc pour un montant global de 97 500 €. La Commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 8 novembre 2022, a émis un avis favorable à l'unanimité sur cette délibération. Modification des dépenses, mais pour rester dans l'allocation prévue du FEADER. Y a-t-il des questions sur cette délibération? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? On peut passer, toujours avec Ismaël, à la DM2 du budget principal. Donc, le conseil municipal est amené en cours d'exercice budgétaire à modifier les prévisions budgétaires inscrites au rapport d'orientation budgétaire et au budget primitif en adoptant des décisions modificatives en fonction d'imprévus. Donc, pour ce qui est de cette DM numéro 2, on est amené à inscrire des dépenses de fonctionnement qui n'avaient pas été donc anticipées dans le budget primitif. Alors, je vous détaille du coup les dépenses de fonctionnement principales qui ont été ajoutées. Nous avons inscrit une somme de 25 000 € afin de financer les animations de Noël. Donc 25 000 €, c'est la participation aux villes, sachant qu'il y aura également une participation de Morlaix Communauté via une subvention de l'association des commerçants, pour un coût total sur la luge de 40 000 €, auquel il faut ajouter quand même tous les frais pour accompagner en fait les enfants ou les moins jeunes qui descendent sur la luge et pour accueillir le public. Une somme de 30 000 € a été ajoutée afin d'entretenir une centaine de grilles d'avaloir. Donc là, c'est prévu qu'il y ait un remboursement par Morlaix Communauté. Donc c'est une opération nulle au final pour la ville, puisqu'on a une convention avec Morlaix Communauté. Nous avons inscrit également l'adhésion 2022 au Conseil en énergie partagée avec EOL à hauteur de 12 500 €. Et c'est vrai que c'est une question qui est très importante compte tenu de l'augmentation des factures d'électricité et de gaz. Le service du garage bénéficie d'une enveloppe supplémentaire de 75 200 € afin de couvrir des dépenses liées principalement à l'augmentation des prix de carburant pour l'essentiel de cette somme. Donc ce n'est pas tellement la consommation de carburant qui augmente, mais c'est bien le prix du carburant, comme pour les particuliers, et également des augmentations de réparation de véhicules, pièces détachées, contrôle technique, sachant aussi qu'on a un parc de véhicules de service qui prend de l'âge et du coup qui exige davantage de réparations chaque année. Une enveloppe de 200 000 € est nécessaire afin de faire face à l'augmentation du prix du gaz en fin d'année. On a déjà eu des annonces sur des augmentations en 2022, sachant que
On a eu un courrier de la DGFiP nous annonçant une participation supplémentaire à prévoir de l'État pour 2022, mais qu'on est toujours en instance de vérification des données budgétaires sur lesquelles s'appuient en fait les services des finances publiques pour nous annoncer cette participation de 650 000 € supplémentaires pour 2022, parce qu'on n'est pas certain en fait que ce soit les bons chiffres qui aient servi à ce mode de calcul, et donc on est en attente de vérification. Une enveloppe de 260 000 € supplémentaires a été inscrite pour des dépenses de personnel correspondant essentiellement à la majoration du point d'indice de 3,5% et aux avancements de grade. Sachant que pour l'ensemble de l'année, on a estimé à 340 000 € à l'année l'impact de l'augmentation de 3,5% du point d'indice pour nos personnels, auxquels on peut ajouter 25 000 € pour le CCAS. Donc c'était évidemment des augmentations de rémunération qui étaient tout à fait justifiées pour les agents territoriaux, mais qui ont un impact qui n'est pas neutre pour la ville. On attend de voir comment on sera accompagné également par l'État dans le cadre des dotations 2023. Une subvention complémentaire est à prévoir également de 226 600 € pour le CCAS, on le verra tout à l'heure, pour combler les déficits attendus de l'EHPAD. Alors le déficit de l'EHPAD est lié pour partie à l'augmentation du prix de l'électricité et surtout du gaz. On est passé d'une facture de 35 000, je crois, de 25 000 à 90 000 € la facture gaz. Et il y a eu également de nombreux remplacements à l'EHPAD, et donc du personnel qui a été employé en intérim, et l'intérim nous coûte cher. Donc pour avoir un ratio d'encadrement, notamment au niveau du personnel soignant en nombre suffisant vis-à-vis des personnes âgées, il a fallu recourir à l'intérim, notamment pour les infirmiers. Et au FJT également, il y a eu une subvention d'équilibre à prévoir pour les augmentations de prix de l'électricité, du gaz, la location du bâtiment et les dépenses de personnel. Une subvention d'équilibre est inscrite aussi pour combler le déficit prévisionnel de la cuisine centrale. Donc c'est également lié aux augmentations des prix de l'énergie. C'est également lié à l'ancienneté du bâtiment et à des mesures qui ont été nécessaires pour remettre du gaz dans les circuits frigorifiques pour assurer le froid positif dans la cuisine centrale. Donc il y a eu un peu plus de 30 000 € de gaz mis dans les circuits frigorifiques pour faire fonctionner le froid en période de surchauffe, en période estivale. On a connu des températures inhabituelles cet été, et ça a eu un impact sur le système frigorifique de la cuisine centrale. Alors, pour faire face à ces dépenses nouvelles imprévues, donc, il a été inscrit des recettes de fonctionnement supplémentaires. Donc, une somme de 12 000 € correspondant à un remboursement de Morlaix Communauté dans le cadre de la convention financière pour les fonds de concours pour des travaux d'investissement eau pluviale. Par ailleurs, là c'est une bonne nouvelle, la ville de Morlaix est éligible au FPIC en 2022 sans être contributrice. Par estimation prudente, en fait, on avait envisagé de recevoir simplement la moitié de la somme qu'on avait reçue en 2021, et finalement on est éligible de plein droit au fonds de péréquation intercommunale. Donc on peut doubler la somme qu'on avait estimée préalablement et donc ajouter une somme de 90 071 €. Par ailleurs, une autre bonne nouvelle, c'est que les taxes et les droits de mutation ont encore augmenté cette année, principalement les droits de mutation, qui enregistrent une plus-value de 100 000 € par rapport à l'estimation que nous avions faite au budget primitif, qui était une estimation prudente.
Par ailleurs, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, nous avons reçu un courrier donc, de la DGFiP annonçant que l'État, dans le cadre d'un filet de sécurité inflation, prenant en compte l'augmentation des coûts de l'énergie, électricité, gaz, du chauffage urbain et d'achat des produits alimentaires, et on est concerné avec notre cuisine centrale, donc la ville de Morlaix pouvait solliciter du coup une participation d'État de 647 000 € et un acompte dès la fin d'année 2022 de 194 269 €, qui correspond à 30% de cette dotation, de ce surcroît de dotation de l'État pour 2022. Donc on va faire la demande de pouvoir toucher cet acompte à la fin d'année 2022. Par ailleurs, nous avons une subvention de 29 524 € accordée par la Banque des Territoires dans le cadre du schéma directeur des mobilités. Dans la section investissement, donc vous avez les tableaux qui suivent dans les pages suivantes. Donc il y a des régularisations comptables et des plus et des moins-values sur les différentes dépenses d'équipement qui étaient inscrites au budget primitif en fonction de l'évolution des coûts des chantiers, de la réception des chantiers, mais globalement sur des enveloppes qui restent quand même globalement maîtrisées. En témoigne notamment la réception des travaux de Quad-Zéro dans une enveloppe qui correspond à 3% près à l'enveloppe qui avait été initialement estimée, ce dont on peut se féliciter parce qu'il y a des travaux qui ont tendance à grimper à l'ouverture des plis des entreprises par rapport à nos estimations initiales. Là, pour ce qui est du chantier de Quad-Zéro, on est vraiment dans les estimations qui avaient été faites préalablement. Donc je vais vous faire l'économie de la lecture de l'ensemble des lignes budgétaires. Après, nous sommes à votre disposition pour répondre aux questions précises. Juste préciser, avant de passer aux questions, aux commentaires, que la Commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 8 novembre 2022, a émis un avis favorable à l'unanimité. Et je voudrais personnellement saluer du coup l'avis qui a été émis par notre opposition dans ce contexte difficile de voter cette décision modificative pour prendre en compte les contraintes auxquelles nous faisions face. Avec, vous l'aurez vu, dès cette année, des surcoûts notables en termes d'évolution du prix de l'énergie, et notamment sur le CCAS et ses budgets annexes de l'EHPAD du FJT. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions... Oui, Georges? Simplement, Ismaël a souligné le fait que, nous avions voté, compte tenu du contexte de sobriété énergétique et financière auquel nous devons faire face. Voilà. Merci pour le coup. Nous pouvons dire que c'est effectivement toute la ville et en termes de responsabilité, l'entièreté du conseil municipal qui y fait face. Nous avons été confrontés à des augmentations. On parlait du choc pétrolier des années 70. Là, on a un choc gazier et électrique qui est d'une toute autre ampleur par rapport aux augmentations du prix mis en œuvre. Je vous remercie de vous associer par votre vote aux difficultés qui sont certes les nôtres en termes de gestion de la ville, mais les difficultés de toute la ville dans les surcoûts qui sont engendrés. S'il n'y a pas d'autres interventions, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie et nous pouvons continuer avec la DM2 du budget annexe de la cuisine centrale. Nous en avons déjà vu le montant. Donc c'est une demande de subvention d'équilibre complémentaire de 90 000 € pour la cuisine centrale qui se justifie donc par l'augmentation des prix de l'énergie, du gaz à hauteur de 28 000 € pour cette année 2022. Dans notre construction budgétaire,
on sait déjà que la facture risque d'être plus lourde encore pour 2023. Augmentation également des prix des denrées alimentaires, puisque un certain nombre d'entreprises, du fait d'un décret lié à une décision du Conseil d'État, reviennent voir la ville pour demander des augmentations des fournitures alimentaires. Et on est obligé, si les entreprises en fait livrent à des prix qui leur sont défavorables, d'accepter ces révisions de prix. Donc ça a un impact déjà à hauteur de 27 000 € pour cette fin d'année 2022, sachant que les révisions de prix sont opératoires depuis début novembre. Et il y a également donc, des frais de maintenance supplémentaires pour 35 000 €. Donc ça concerne le gaz qui a été injecté dans nos circuits frigorifiques pour leur permettre de passer l'été, avec plusieurs interventions qui ont été nécessaires depuis le mois de juin. Donc c'est une subvention d'équilibre de 90 000 €, donc qui s'ajoute à, je crois que la première subvention d'équilibre devait être de l'ordre de 95 000 €. Merci Ismaël. Dans la suite de l'ADM qui intégrait ce montant sur le budget général, l'intégration dans le budget annexe de la cuisine centrale. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas, merci. Et on en arrive à une attribution. Alors, il y a eu du changement, Ismaël va peut-être nous expliquer ça, à la trésorerie municipale, et il y a quelques procédures qui se resserrent. Ismaël, notamment la procédure d'attribution d'une subvention au CCAS. Oui, c'était des délibérations qu'on n'avait pas l'habitude de passer en conseil municipal, et on n'était pas tout à fait dans les règles, en fait. Donc là, on a eu un rappel à l'ordre de la trésorerie municipale. Et donc, nous allons voter l'attribution d'une subvention au Centre communal d'action sociale et au dispositif de réussite éducative pour l'année 2022. Donc, c'est une subvention qui est plus importante de 226 500 €, 600 € par rapport à ce qu'on avait anticipé lors du budget primitif, compte tenu donc du déficit de l'EHPAD. Alors c'est rare qu'on ait un déficit de l'EHPAD. En général, l'EHPAD s'autofinance. Il y a eu juste dans la période des travaux sous la précédente mandature que, comme il y avait moins de lits ouverts, il y avait une subvention d'équilibre de la ville de Morlaix. Mais là, donc, c'est lié au surcoût énergétique, c'est lié également au coût de remplacement et à l'évolution des charges de personnel, sachant que le département a autorisé une augmentation des tarifs, mais que même l'augmentation des tarifs, si elle a déjà eu lieu, partiellement, elle ne permet pas de compenser l'augmentation des coûts. Donc la ville de Morlaix soutient l'action portée par le CCAS et participe quotidiennement à son fonctionnement. Considérant les difficultés financières rencontrées par l'EHPAD, l'augmentation du prix de l'électricité, du gaz et du recours à l'intérim, et par le FJT, l'augmentation des prix de l'électricité, du gaz, de la location du bâtiment et de la masse salariale, cette année, le conseil municipal est sollicité pour attribuer une subvention comme suit. Pour le CCAS, donc une subvention de 766 600 € et pour le dispositif de réussite éducative, une subvention de 50 000 €. La Commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 8 novembre 2022, a émis un avis favorable à l'unanimité. Avant de laisser la parole au conseil municipal et à monsieur le maire, juste dire que pour ce qui concerne l'EHPAD, si c'est vrai que l'EHPAD enregistre des dépenses supplémentaires cette année, il faut souligner néanmoins que le climat social à l'EHPAD est bon, qu'ils ont réussi à faire face aussi avec beaucoup de professionnalisme et de dévouement à la crise sanitaire, et que les personnels de l'EHPAD s'y plaisent. Et dans un contexte qui a été difficile, celui de la crise sanitaire, on n'enregistre pas dans cet EHPAD autant de départs ou de
crise de vocation qu'on peut le connaître dans d'autres EHPAD finistériens. Donc je pense qu'il faut le souligner. J'étais encore au conseil de vie sociale de l'EHPAD cette semaine. Le climat, grâce aussi au management de la directrice, est bon dans cet EHPAD municipal et les personnels ont du plaisir à y travailler. Madame Tréanton? Oui, je pense qu'on va être tous les membres présents du conseil municipal d'accord sur le fait qu'il est essentiel que nos aînés puissent avoir les soins suffisants. C'est vraiment pour ça, et en dernière extrémité, que la direction décide de faire appel à l'intérim pour le soin infirmier. Je voulais également dire aussi que dans les règlements de l'ARS concernant les EHPAD, on ne peut pas baisser la température de nos aînés à 19 degrés. La température doit être autour de 23 degrés, ce qui entraîne bien sûr des coûts, mais je crois que la ville ne souhaite pas que nos aînés soient maltraités. Nous avons également eu une augmentation d'environ 50 € avec le conseil départemental, mais nous voulons faire en sorte que l'EHPAD de la Boissière soit toujours accessible aux personnes ayant de petits revenus. Voilà. Merci Catherine. Donc vous l'avez vu, on vous informe, nouvelle équipe de la trésorerie municipale qui nous remet aussi un peu dans les clous. On avait l'habitude, on votait la subvention du CCL dans ce budget général et on faisait un virement. Là, on nous a dit non, vous ne pouvez pas faire un virement sans délibération. Donc il y a un peu de remise dans les clous de la part de la trésorerie municipale et le montant du CCAS qui intègre le montant de la DM2 pour faire face au surcoût. On l'a vu, certains EHPAD, certains groupes défraient la chronique dans la prise en charge de nos aînés, et surtout ceux dans une situation de dépendance. Merci des propos qui ont été tenus par les deux adjoints sur la façon dont fonctionne l'EHPAD. En plus, avec une unité spécialisée, pour les deux unités spécialisées, mais notamment une pour les malades d'Alzheimer, qui crée des situations et puis des accompagnements d'une toute autre importance que dans des situations très classiques. Je crois que je peux associer l'ensemble du conseil municipal à nos remerciements pour l'implication du personnel autour de nos aînés. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Nous continuons avec une demande de subvention auprès de la région. Ismaël. Donc, il s'agit d'une demande de subvention auprès de la région Bretagne pour la réhabilitation du musée des Jacobins dans la phase 2, dans le cadre du contrat de plan État-région 2021-2027. Donc, le contrat de plan est le document par lequel l'État et la région s'engagent sur la programmation et le financement de projets structurants pour les 7 ans à venir autour de priorités en matière d'aménagement et de développement du territoire régional. Le musée des Jacobins était déjà inscrit dans le plan régional en faveur des musées de France dans le cadre du contrat de plan État-région 2021-2027. Donc il est éligible à un soutien régional. La phase 2 des travaux de réhabilitation du musée des Jacobins concerne essentiellement la chapelle et prévoit 2 périodes de travaux, celle relative au désamiantage et à la démolition du plancher, en parallèle des travaux de couverture et de charpente de l'aile conventuelle ouest connexe à la chapelle, ainsi que le raccordement au réseau d'eau pluviale, c'est la phase 2A, et celle relative à la réhabilitation, comme on dit, du clos et du couvert de la chapelle, la phase 2B, comprenant des fouilles archéologiques sur le bâti et la création de vitraux neufs. Donc des fouilles archéologiques, c'est au sol et sur les murs. La phase 2B peut aussi revoir la réalisation du plancher chauffant de la chapelle en fonction des fouilles archéologiques, ce qui peut impacter la scénographie et l'accès aux personnes à mobilité réduite. C'est la phase 3. Il faut ajouter à ces travaux de phase 2 la recherche de nouveaux espaces de réserve définitive pour les collections situées actuellement en réserve temporaire au premier étage des ailes conventuelles. Cela représente environ 1200 mètres carrés de surface. Ce deuxième réaménagement de réserve est conditionné à la réalisation de la phase 3 relative à la muséographie, libération d'espace,
la budgétisation précise de l'aménagement des réserves externalisées définitives pourrait être envisagée en avril 2023, après sélection d'un espace idoine. Dans le cadre du contrat de plan État-région, la ville de Morlaix sollicite une subvention de la région à hauteur de 400 000 €. Donc, la Commission des affaires générales et financières, dans la séance du 8 novembre 2022, a émis un avis favorable à l'unanimité sur cette délibération. Et je propose, si vous avez des questions complémentaires, que Patrick Gambache, qui suit de près le dossier, ou Jean-Paul Vermeau puisse y répondre éventuellement. Désigné d'office. André Laurent, évidemment, aussi. Désigné d'office. Non, une première bonne nouvelle, hein, nous avons réussi à inscrire le musée dans le contrat de plan État-région. C'est la première des subventions que nous attendions, celle de la phase 2 de la région. Hein, il y a d'autres demandes préfaites auprès de la DRAC, mais également, et nous espérons avoir prochainement une bonne nouvelle, un accompagnement qui n'était pas attendu sur les fouilles archéologiques qui devaient être entièrement prises en charge par la ville et qui ferait l'objet d'une subvention de la DRAC. Y a-t-il des questions sur cette demande de subvention? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. Le passage de relais était quasi fait, puisque la prochaine délibération sur la mise à jour du tableau des effectifs est présentée par Patrick Gambache. Bonjour. Une délibération, j'allais dire maintenant assez habituelle. Donc à chaque fois qu'on a des avancements de grade, il faut dans le même temps continuer à nettoyer le tableau des effectifs. Donc on vous propose aujourd'hui de supprimer donc 4 postes. Un poste de conservateur en chef du patrimoine. Donc, suite à un départ à la retraite, nous avons recruté une nouvelle personne. Cette personne est à un grade inférieur à cette personne qui est partie à la retraite. 2 ingénieurs principaux, un départ à la retraite et une mutation, donc qui ont permis de recruter 2 autres personnes qui sont également à des grades inférieurs. Et enfin, le poste de chef de la police municipale première classe qui a été donc remplacé par un autre chef de la police municipale, mais qui n'était pas au même grade. Donc voilà. Et à la question, je crois, de Georges lors de la commission AGF, effectivement, ces suppressions de postes et ces remplacements nous ont permis de faire quelques économies substantielles, puisque ce sont des plus jeunes personnes qui arrivent à des grades inférieurs. Y a-t-il des questions sur ces modifications? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. On continue avec Frédéric Laminotte et la participation de la ville au séjour organisé dans les écoles publiques. Donc c'est une délibération qui passe tous les ans. Donc la ville de Morlaix souhaite encourager les établissements scolaires publics du premier degré à organiser des séjours et aussi diminuer le coût de ces sorties pour réduire le reste à charge des parents d'élèves. Pour favoriser les différents modes d'apprentissage et de découverte, elle propose ainsi une participation financière au séjour organisé par les écoles. Pour 2023, donc il n'y aura pas de changement. Elle propose ainsi d'attribuer une participation de 8 € par élève et par jour pour les classes avec hébergement, 4,50 € par élève et par jour pour les classes sans hébergement. Toutefois, la participation de la ville n'interviendra qu'à l'issue du séjour et la somme attribuée ne sera versée que sur présentation de factures et de la liste nominative des élèves ayant participé. Merci, Monsieur Laminotte. S'il y a des questions, il n'y en a pas. Le vote s'ouvre. Y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. On peut continuer avec le dispositif d'initiation au breton dans les écoles primaires publiques, Frédéric. C'est encore une délib qui passe tous les ans. Donc, chaque année, nous devons voter pour la somme attribuée pour l'initiation au breton. Donc, depuis 2007, la ville de Morlaix conventionne avec le département du Finistère afin de financer les heures d'initiation au breton dans les écoles publiques morlaisiennes. La ville de Morlaix, le conseil départemental, le conseil régional ainsi que l'éducation nationale œuvrent ensemble afin de proposer aux élèves une animation culturelle qui permet de valoriser et de faire
perpétuerait la culture et le patrimoine breton. Il est proposé chaque année, par le biais de l'Éducation nationale, à chaque enseignant de territoire de bénéficier de l'intervention de l'association KLT à raison d'1 heure par semaine. Cette année, les 6 écoles publiques morlaisiennes souhaitent bénéficier de cette intervention. Pour certaines, toutes les classes intègrent le dispositif et pour d'autres, seulement une classe. Le conseil départemental a porté à la connaissance de la commune que l'inspection académique avait validé en date du 21 juin 2022 un nombre hebdomadaire inférieur à l'an passé, soit 20 heures. Le montant total des interventions pour l'année scolaire 2022-2023 s'élève à 36 000 €. Le financement est pris en charge à 50% par le département et à 50% par la commune à laquelle il faut soustraire la participation de la région Bretagne qui finance pour cette année à hauteur de 6 886,20 €. Le conseil départemental coordonne la gestion financière du dispositif et attribue la subvention globale à l'association et émet les titres de recettes aux autres contributeurs. Le reste à charge pour la commune s'élève pour l'année scolaire 2022-2023 à 11 113,80 €. Donc je vais nommer les écoles. L'école Corentin-Quer, 4 classes. L'école Émile Clorec, 1 classe. L'école Gambetta, 1 classe. L'école Jaurès, 3 classes. L'école Jean Piaget, 6 classes. Et l'école du Point-de-Benne, 5 classes. Merci Frédéric. Renouvellement du dispositif pour le soutien à l'enseignement de la langue bretonne dans nos écoles. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. On continue avec le PEL, projet éducatif local, présenté par David Guillaumard. Oui, il s'agit du renouvellement d'une délibération qui encadre le projet éducatif local. Donc, cette délibération datait de 2019 et devait être mise à jour pour permettre la mise en paiement des différents projets qui sont soutenus par la collectivité. Donc, la délibération reprend les objectifs de ce PEL et les modalités d'attribution de l'aide attribuée aux différents projets. Donc, sachant qu'en 2022, ce sont 12 projets qui ont été validés aux commissions de juin et d'octobre et qui sont en attente de paiement. Donc, il s'agit juste de régulariser, en fait, par cette délibération, la possibilité de mettre en paiement les projets. Et là encore, en lien avec la nouvelle équipe de la trésorerie municipale au centre des finances publiques qui nous remet dans les clous en termes délibératifs et qui, sur la délibération qui était toujours en cours, n'avait pas les éléments réglementaires nécessaires pour pouvoir faire le paiement. Et donc, en lien avec eux, nous vous proposons cette nouvelle délibération qui reprend les bonnes dates, notamment celle de l'année 2022, pour pouvoir effectuer les opérations de paiement. Je ne vois pas de demande de prise de parole. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Je vous remercie et on peut continuer avec le FLEJ, Fonds local d'aide à l'initiative des jeunes. Cette délibération, c'est la même que celle d'avant, sauf qu'elle concerne le Fonds local d'aide à l'initiative des jeunes. Donc, elle reprend également les objectifs de ce dispositif et les modalités d'attribution des aides pour des projets qui, là, sont portés directement par des jeunes. Et aujourd'hui, du coup, nous avons trois projets qui sont en attente de paiement pour l'année 2022. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas. Merci. Nous allons pouvoir avoir une pensée pour Jérôme Plouzen, qui est malheureusement malade ce soir et qui n'a pas pu rejoindre les travaux de notre conseil municipal. Et je vais donc présenter les délibérations qu'il devait rapporter, notamment la première sur la participation financière de la ville de Morlaix à la réalisation de diagnostics techniques dans les logements pouvant relever de l'habitat indigne. C'est une compétence partagée entre les pouvoirs de police de la ville et les compétences intercommunales sur le logement de Morlaix Communauté. Jusqu'alors, il y avait un marché avec le pacte HED 29 qui est devenu Solia Intérim, et ce marché a été renouvelé sur l'outil diagnostic pour que nous puissions effectivement prendre des décisions, acter l'insalubrité de certains logements dans le cadre des pouvoirs de police qui incombent au maire. Et donc nous avons les prix, les nouveaux prix 2022 des diagnostics qui nous sont proposés, toujours dans les mêmes modalités conventionnelles avec la Morlaix-Co, 50% du coût pris en charge par la ville, l'autre moitié par Morlaix Communauté sur 2 diagnostics
le diagnostic initial qui peut acter l'habitat indigne. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu ça, c'est une critérisation très très fine qui donne un indice d'indignité de l'habitat et qui peut qualifier si on est effectivement dans une situation d'habitat indigne ou d'habitat dégradé, mais ce ne sont pas les mêmes procédures dès lors qui s'imposent aux propriétaires. Donc prix du diagnostic initial 400 €, prix du diagnostic après travaux 300 €. Et l'intervention de l'opérateur est évidemment conditionnée par une visite d'un agent de la ville de Morlaix pour que les pouvoirs de police puissent être mis en œuvre. Donc il vous est proposé de valider ces nouveaux tarifs et la participation de la ville au financement de ces diagnostics. Y a-t-il des questions? Alors vous l'avez vu dans la délibération, 10 à 35 diagnostics par an, mais qui sont nécessaires, souvent des déclenchements qui viennent du CCAS où sont dénoncées des situations d'insalubrité. Pour ne rien vous cacher, nous en avons quelques-unes en cours. S'il n'y a... Oui, Patricia? Non. Non. Il peut. Alors c'est souvent par le CCAS parce qu'effectivement c'est souvent des habitants qui sont dans une situation sociale accompagnée, socialement parlant, mais ça peut venir tout simplement d'une alerte d'un habitant, d'une alerte d'un locataire, d'une alerte d'un élu. Non, toutes les voies sont ouvertes pour déclencher ce dispositif. Première étape, visite d'un agent de la ville. Et en fonction du premier constat, mobilisation de Solia pour les constats d'indignité de l'habitat. Question judicieuse. S'il n'y a pas d'autres questions... Monsieur Boulette, vous avez demandé la parole? Oui, s'il vous plaît, juste le cadre légal, je dirais, accompagnement d'une personne de l'autorité publique. Et est-ce que c'est une perquisition ou c'est une... vous voyez, quand vous rentrez chez les gens, sur la vie être invité, à la demande de qui? Du locataire. Le cadre juridique. Le questionnement, c'est le cadre juridique. S'il n'y a pas d'accord du locataire ou du propriétaire, il faut le demander l'autorisation de la force publique auprès de la sous-préfecture. Souvent, les habitats non pas de propriétaires mais de locataires. Et le locataire, qui est souvent à l'origine de la dénonciation de l'état de son logement, laisse entrer l'agent de la ville et Solia, parce que c'est souvent après des tentatives à l'amiable de mise en œuvre de travaux par les locataires que ces procédures sont déclenchées. C'était ma question. En fait, le locataire laisse rentrer, mais il n'y a pas de problème avec son propriétaire derrière en laissant rentrer une personne qui vient faire un contrat. Je vous rassure, quand on est locataire, on fait entrer qui on veut chez soi, sans avoir à demander à son propriétaire. S'il n'y a pas d'autres questions, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Je vous remercie. Je continue sur la délibération suivante qui devait être également présentée par M. Pluzen. Vous allez voir, il y en a deux qui sont extrêmement semblables sur des cessions de terrain, l'un que l'on dénommait sur la rue de Coët-Congar. Alors pour ceux qui connaissent bien le quartier, sur l'impasse de Coët-Congar, et l'autre au 55 Bellevue de la Madeleine. Vous savez que nous avons délibéré en avril sur la cession de la parcelle dite Le Verger à la CECIP Promotion en vue de la réalisation d'un lotissement privé. Et dans le cadre de la préparation de ce lotissement, nous nous sommes rendus compte que deux propriétaires avaient, sur des parcelles boisées, qui sont identifiées sur les plans à l'arrière des délibérations, doucement occuper le terrain. En lien avec la CECIB et les propriétaires, ces parcelles boisées n'étaient pas dans le projet d'aménagement de la CECIB, ils étaient propriété communale. C'est des délibérations de régularisation de vente des terrains pour permettre de rassurer les propriétaires de maisons individuelles sur Bellevue de la Madeleine qu'ils pourront conserver l'usage de ces parcelles qu'ils ont déjà, pour certains, déjà bien occupées. Mais les terrains n'étant pas bornés, la nature ayant horreur du vide, quelquefois les propriétaires débordent un peu de leur propriété. Je le dis souvent, ce qui doit nous permettre de juger de la possibilité d'une régularisation à l'amiable ou pas, c'est de qualifier
une forme de coup de canif dans l'intérêt général. Pour le coup, le projet de lotissement n'est pas mis à mal et nous pouvons donc vous proposer dans la première délibération la régularisation d'une parcelle de 236 mètres carrés pour la somme de 4 428 €. Et donc sur cette première parcelle qui est identifiée 135B sur les plans de division du géomètre pour une surface de 236 mètres carrés à 4 428 €. Avez-vous des questions? Georges, nous connaissons votre point de vue. Voilà, je vous laisse l'ai dit au dernier conseil municipal et en commission en administration générale que je trouve que ce type de comportement n'est quand même pas encouragé. Et c'est quelque chose qu'on fait plus ou moins en acceptant l'admis de fait accompli, même s'il y a une contribution financière à l'arrivée. Mais pour l'argent qui rentre dans la collectivité, je suis très content. Mais je trouve quand même que c'est limite. J'avais eu connaissance de votre commentaire en commission. Et effectivement, c'est pour ça que j'ai parlé de l'intérêt général. L'intérêt général aurait été mis à mal par cette occupation d'un bien communal par des propriétaires privés. Il en eût été tout autre. Je le dis. Là, pour le coup, il n'y a pas d'impact sur le projet d'aménagement. Vous savez que la situation du logement à l'heure actuelle sur Morlaix est critique. Nous avons besoin de nouvelles opportunités pour loger de nouveaux habitants sur le territoire communal. Le projet n'étant pas impacté, la ville n'ayant pas été flouée, vous n'avez pas tort sur le fond de votre remarque. Mais là, pour le coup, cela peut nous permettre de régulariser cette parcelle. Régularisation, comme vous l'avez dit, qui correspond à une vente d'un terrain communal à un propriétaire privé. S'il n'y a pas d'autres commentaires, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Suite, pareil, au 55 Bellevue de la Madeleine, là pour une occupation d'un terrain communal de 436 mètres carrés. Et là, on ne refait pas le débat, mais la proposition de cession de cette parcelle boisée à un propriétaire privé qui régularise l'utilisation qu'il en a. Cette parcelle est identifiée 135C sur le plan du géomètre pour la future division. S'il n'y a pas... On pourrait faire le même échange, exactement, mais si on ne le recommence pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Et je n'ai pas donné la somme, 7 428 €. Cette délibération est adoptée à l'unanimité. Nous avons ensuite 3 délibérations qui vont concerner la future vente, puisque nous n'en sommes pas là, d'un terrain à Rocheglase. Et là, de la même façon, dans le projet d'aménagement qui est là, mené par la société AFM Bretagne, nous nous sommes rendus compte qu'une bordure de propriété aménagée avec une palissade avait été faite sur une propriété communale. La propriété communale est de 28 mètres carrés. Donc l'intérêt de ces 28 mètres carrés, somme toute, pour le patrimoine de la commune, ne s'avère pas très fort. Donc la proposition dans la série de délibérations qui est faite, c'est de déclasser, désaffecter dans un premier temps, c'est la procédure légale, cette parcelle, ensuite de la déclasser du patrimoine communal pour ensuite pouvoir la céder au propriétaire qui, d'ores et déjà, sur cette parcelle de 28 mètres carrés, a effectivement un peu débordé de son terrain privé pour venir sur le terrain communal. Bon, il n'y avait pas de barrière pour identifier le terrain communal qui représente, somme toute, une bande, comme sur les plans que vous avez en fond de parcelle de ce propriétaire. Sur la première délibération de désaffectation d'un terrain en vue de sa cession sur le quartier de Rocheglase, y a-t-il des questions? On pourrait refaire le même échange. Je regarde Georges, on peut effectivement, avec véritablement, je le dis, un certain fondement, faire la même remarque. Là, pour le coup, est d'autant moins que sur les délibérations précédentes, sur 28 mètres carrés. Il est de la bonne gestion du patrimoine communal que de vendre également cette parcelle. Sur la désaffectation de cette parcelle, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Il n'y en a pas. Merci. Donc, après sa désaffectation, nous pouvons procéder au déclassement de cette même parcelle.
Sur le déclassement de cette parcelle, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Il n'y en a pas, merci. Et enfin, procéder toujours sur cette même parcelle pour la vente pour un prix de cession de 200 € de cette parcelle. Y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Il n'y en a pas, merci. Nous pouvons donc continuer, toujours en lieu en place de Jérôme Plouzen, pour le fonds d'intervention pour l'habitat sur les subventions. Les fins d'année sont toujours propices au dépôt de dossiers. Et nous en avons là pour la somme de 19 129,18 €, ce qui crée un tout petit désajustement budgétaire que nous résolvons souvent par le report de quelques dossiers sur les crédits 2023. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dossiers déposés pour la somme de 19 129 € et vous avez le détail des travaux et du taux de subvention de 20% qui est alloué à ces travaux. Y a-t-il des questions? Serge? Oui, je m'interroge. Le fonds d'intervention sur l'habitat d'IFIH a été créé pour répondre à un manque d'investissement sur les biens privés. Cette situation nuisait à l'image et à l'attractivité des villes et le dispositif permet de répondre aux besoins de redynamisation des centres-villes. Consacré à l'isolation et le ravalement des murs, au changement des industries, on peut même considérer le FIH comme précurseur dans la lutte contre le logement insalubre et énergivore. L'efficacité de ce dispositif n'a fait que croître au cours des années et on peut le vérifier lors d'une balade dans les rues de Morlaix. L'encadrement des aides octroyées est raisonnable. Il s'agit d'un pourcentage sur la somme totale hors taxes engagées dans la limite d'un plafond. L'adjoint à l'aménagement et à la transition écologique, lors de la commission du 25 octobre, a laissé entendre que ce dispositif allait disparaître ou être repris par Morleco. Ce n'était pas très clair. Je considère pour ma part qu'il est indispensable de conserver ce dispositif et de surcroît dans le giron municipal. D'autre part, ce même jour, des élus de la majorité municipale ont évoqué l'idée de n'attribuer ces aides que sous condition de ressources ou en tout cas de modifier les critères d'attribution, ce qui à mon sens serait contre-productif et le début d'une usine à gaz dans la constitution du dossier de demande. Ces dissonances dans la position des uns et des autres m'amènent à vous demander de clarifier la situation du FIH. C'est très clair, Monsieur Moulec. Il faut savoir respecter les compétences des uns et des autres. La compétence de l'habitat, elle est celle de Morleco. Donc depuis des années, ce fonds ne devrait plus être mis en œuvre. Alors, j'ai une appréciation toute différente pour poursuivre les différents dossiers. Effectivement, souvent, ce sont des propriétaires occupants, plus rarement des propriétaires bailleurs sur des situations. Et oui, on peut s'interroger, et nous nous interrogeons dans le cadre notamment du plan d'économie qui sera nécessaire pour faire face au surcoût énergétique sur ce dispositif. Donc les discussions sont ouvertes avec Morlaix Communauté. Faut-il conserver ou non ce dispositif? Y a-t-il d'autres questions? S'il n'y en a pas, sur les attributions, y a-t-il des abstentions? Des oppositions? Merci. Dispositif suivant sur le fonds de modernisation des enseignes et façades commerciales. Là, il y a une demande de subvention pour le remplacement d'une vitrine commerciale, un taux d'aide de 25% pour une allocation de 2 500 €. Y a-t-il des questions sur ce dispositif? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions ou des oppositions? Il n'y en a pas, merci. Je continue à présenter les rapports de Jérôme Plouzen sur la cession d'un terrain sur l'îlot Gambetta Est et sur l'aménagement du quartier de la Gare. Il y a le changement de dénomination de l'acquéreur à acheter. L'acquéreur n'a pas changé. Il s'agit toujours bien du groupe Unity. Par contre, comme bon nombre de sociétés, il crée des sociétés de projet. Là, pour le coup, il crée la SASU Le Clos du Bastion, donc une société en action simplifiée unitaire, qui a donc un seul propriétaire, Unity, afin d'avoir une comptabilité analytique opération par opération. Donc il nous faut donc acter que l'ensemble des délibérations que nous avons prises pour la vente à Unity doivent désormais remplacer le nom d'Unity par le nom de la SASU Le Clos du Bastion.
Y a-t-il des questions sur ce changement de dénomination? S'il n'y en a pas, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. Et je passe la parole à André Laurent pour la subvention complémentaire au théâtre, exercice auquel on procède également annuellement. Oui, traditionnelle, une délibération traditionnelle. Donc il est demandé au conseil municipal de délibérer sur la subvention complémentaire de complément de prix à l'association pour la gestion et l'animation du théâtre du Pays de Morlaix. On connaît tous l'impact du théâtre du Pays de Morlaix dans ses missions de diffusion de l'art, dans ses missions de sensibilisation et de découverte du spectacle vivant auprès de tous les publics, dans ses missions de soutien à la création et à l'accompagnement des pratiques autour du soutien et de la fabrication des œuvres et de l'accompagnement des artistes, dans ses missions aussi de valorisation du lieu patrimonial. Cette subvention est dite de complément de prix parce qu'elle est versée par la ville de Morlaix à l'association pour la gestion et l'animation du théâtre du Permis de Morlaix afin de permettre aux spectateurs de payer un prix de billet inférieur au prix du marché ou au prix de revient. Elle est fixée cette année à 110 000 € afin de clore l'exercice 2022. Elle était de 110 000 € en 2018-2019. Elle avait baissé à 50 000 et 80 000 € vu le Covid et puisqu'à chaque fois qu'on ouvre le théâtre, la subvention de complément de prix gonfle. Voilà, puisque c'est comme ça vu la modération. Donc on vous propose cette fois-ci d'octroyer cette subvention de 110 000 €. La Commission des affaires générales et financières, dans sa séance du 8 novembre 2022, a émis un avis favorable à l'unanimité. Merci André. Y a-t-il des questions? Donc subvention complémentaire connue et votée annuellement. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des abstentions, des oppositions? Merci. La dernière délibération ayant été retirée, nous pouvons donc ouvrir les questions orales. La première question orale est déposée et présentée par Serge Moulec. Votre micro, Serge. Oui, mais enfin, il n'y a pas de papier, enfin sur papier, elle n'est pas retranscrite pour que tout le monde l'ait. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Vous l'avez vous-même écrite, vous l'avez? Pardon? Oui, je l'ai. Allez, je vous la donne. J'ai des exemplaires. Je la perds, donc il faut que je la retrouve. J'ai des exemples. J'ai un exemplaire, moi, pour ma part, si vous le voulez. Semblez bien, oui. Voilà. Ça va être plus simple pour lire. Parce que là, sinon, c'est sur mon téléphone, ça va être un peu plus compliqué. Vous comprenez pas. Elle vous arrive. Merci. Est-ce qu'elle a mis les deux? Il y a les deux. D'accord. Donc la numéro 1, question orale, et vous regardez ailleurs. L'atmosphère anxiogène dans laquelle nous sommes plongés est la conséquence d'une succession de problèmes géopolitiques, économiques, écologiques. Cette situation affecte le moral des Français en général et des Morlaisiens en particulier, ce qui nous interpelle en tant qu'élus de notre ville. La vie quotidienne des Morlaisiens est perturbée et ils sont nombreux à craindre et déjà endurer une inflation record. Cette situation inédite les amène à changer leur mode de déplacement, leur consommation, leurs investissements pour ceux qui le peuvent encore, et beaucoup en sont à une prise de décision d'économie à court terme sur le chauffage, les achats de première nécessité. Tous les jours, dans la presse, des maires informent des mesures prises par des conseils municipaux pour réduire les dépenses, dernièrement Plébert-Christ, afin de présenter un budget à l'équilibre. Quand ça a été écrit, il n'y avait pas les 2 ou 3 villes qui sont dans le journal de ce matin, dans le télégramme de ce matin. Au niveau morlaisien, il a été décidé, comme de nombreuses villes, de limiter ou de supprimer à certains endroits l'éclairage public. C'est, il me semble, la seule décision visible qui a été prise, même si les dernières communications de la majorité ne concernaient pas la sobriété budgétaire, pourtant sujet central, primordial et urgent. Une nouvelle taxe en contradiction avec vos promesses électorales et avant que la crise ne soit patente a déjà grevé le budget des Morlaisiens. Ceci m'amène à vous poser plusieurs questions. Quelles décisions sur l'utilisation rationalisée des locaux municipaux? Quelles décisions sur les budgets par service? Avez-vous associé les services de la ville qui sont, j'en suis sûr, en attente aux objectifs d'économie? Et si oui, par quels moyens? Vous êtes-vous fixé un objectif d'économie et quels moyens avez-vous mis en place pour suivre l'évolution des dépenses et atteindre l'objectif, comme un tableau d'indicateurs par exemple? Optimisation, mutualisation sont des angles d'action dans un objectif d'économie. Ils peuvent s'appliquer au matériel, aux déplacements, aux achats complets
etc. L'avez-vous envisagé? Dans de nombreuses villes, des décisions de report ou d'annulation d'investissement sont prises. Vos dernières interventions médiatiques sont à l'opposé de ce que décident de nombreux maires. Le contribuable ne comprendra pas qu'il soit seul à supporter l'augmentation des charges sans que les élus municipaux ne se soient résolument et drastiquement attachés à en limiter l'impact sur l'impôt. Même si on peut reconnaître des carences de l'État en matière de calcul, de compensation et d'attribution de dotations, il est de la responsabilité des élus locaux, donc de votre majorité, de présenter un budget à l'équilibre prenant en compte les priorités de ses administrés. Lors du dernier conseil municipal, l'adjoint aux finances nous a sidérés et inquiétés en nous disant qu'en l'état actuel présentait un budget, je cite, il ne savait pas faire. Merci de nous informer sur l'état d'avancement de l'élaboration du budget et des décisions d'économie que vous avez prises. Merci. La réponse vous est apportée par Patrick Gambache. Merci. Tout d'abord, et vous le dites vous-même, des mesures d'économie d'énergie sont visibles sur la ville. Je vous remercie de le reconnaître. Votre interrogation sur les locaux municipaux est légitime. De nombreuses villes disposent depuis des années des diagnostics énergétiques de leurs bâtiments et des programmes de réhabilitation nécessaires. Dès le début 2021, nous avons demandé un diagnostic énergétique qui vient de nous être remis et un programme de réhabilitation en cours. Il va permettre de programmer les travaux nécessaires à l'amélioration des conditions thermiques de nos bâtiments. L'ensemble des coûts s'élèverait selon les options. Option 1, allant de l'année 2023 à 2030 pour un objectif de moins 40% d'énergie fossile et coûterait à la ville 8,5 millions d'euros hors taxes. L'option 2, programme allant de 2023 à 2040, coûterait plus de 14 millions d'euros hors taxes et permettrait d'atteindre les objectifs fixés par l'État. Et c'est hélas un chantier que vous n'avez pas ouvert. Malheureusement, elle arrive dans un contexte de choc énergétique sans précédent. Par ailleurs, j'ai ici un courrier de la DGFiP, c'est celui dont parlait Ismaël tout à l'heure, mais je tiens à votre disposition, qui envisage l'octroi en 2022 d'une aide de 650 000 € à la ville pour faire face à l'inflation de l'énergie, des denrées alimentaires et de l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires. J'ai bien dit envisage, car depuis sa réception, les finances publiques n'ont pas su nous confirmer les conditions d'octroi de cette aide. La question est d'ailleurs remontée jusqu'à Bercy. Dès lors, nous sommes dans une période très inconfortable de fiabilisation des données budgétaires pour nous assurer que les mesures prises et à prendre seront nécessaires et suffisantes. Le SDEF va d'ailleurs, dans les jours qui viennent, annoncer une évolution des coûts qui nous concernera au premier chef. Nous travaillons donc avec sérieux pour maîtriser tous les éléments de la construction budgétaire. La DGS et l'adjoint aux finances ont été missionnés depuis des semaines pour animer les réunions d'arbitrage budgétaire et le comité de direction de la collectivité pour envisager les voies de l'équilibre budgétaire. Hier encore et en transparence, nous échangions avec plusieurs maires et la sous-préfète sur à propos de la construction des budgets qui se fait dans un contexte inédit de tension sur l'énergie. x3, x5, même pour le gaz. Sans attendre, nous avons pris un certain nombre de mesures. Baisse d'1 degré du bassin de la piscine, la baisse du chauffage des salles de sport également. La règle est désormais 19 degrés hors EHPAD et PPE. Je peux également vous rassurer sur le suivi budgétaire. Il est continu et associe les services et les élus. La structuration réalisée depuis notre début de mandat du service achat dans la collectivité nous y aide et tous les budgets sont suivis. Sur la mutualisation, nous apprécions également votre expression qui rejoint celle que nous exprimons depuis longtemps et avec laquelle vous n'avez pas toujours été d'accord. Cette politique d'optimisation et de mutualisation continue à se mettre en œuvre dans les services communs, des achats groupés et nous allons poursuivre leur développement. Nous travaillons donc avec sérieux pour maîtriser tous les éléments de la construction budgétaire dont certains ne sont toujours pas stabilisés. Dans un contexte inédit de choc énergétique, avec un engagement, c'est de faire les choix qui protègent au mieux les Morlaisiennes et les Morlaisiens. Merci. Merci, Monsieur Gambache. Il y a une deuxième question orale, toujours présentée et lue par Serge Moulec. Vive le sport. Les 2 derniers mandats de Mme Lebrun, maire de Morlaix, ses adjoints au sport successifs, M. Salou, Mme Julie, les agents du service des sports de la ville se sont fortement engagés pour donner les moyens aux associations et à leurs adhérents de pratiquer leur activité sportive dans les meilleures conditions possibles. En 2008, lorsque nous sommes arrivés, un audit alarmant sur les infrastructures sportives de notre ville qualifiait de vétustes, voire insalubres, les lieux accueillant nos sportifs.
Le dossier a été pris à bras-le-corps par les équipes, le budget alloué au sport fut priorisé, une concertation permanente avec les clubs, un plan pluriannuel d'investissement fut élaboré et de grands chantiers lancés. La salle de Kervéguin, haute qualité environnementale, son mur d'escalade, reconnu régionalement, a été la grande réalisation au niveau sportif du premier mandat et ravit depuis tous ses utilisateurs. Parallèlement à cette réalisation, les tâches courantes comme l'entretien et la mise aux normes des locaux, qui sont de la responsabilité de la ville, ont été effectuées. N'oublions pas la salle de billard, refaite à neuf, le tatami du dojo, la salle du château, de nouveau utilisable, la piste d'athlétisme, le skatepark bien sûr, liste non exhaustive. Il fallait pour s'attaquer au sport en air provoquer un cycle de rencontres et de concertation entre les clubs utilisateurs, les riverains, et au prix de beaucoup d'engagements, amener tout le monde à un consensus. Non pas sur le chantier de cette mandature, mais sur notre projet de nouveau stade de Quatsero, qui est donc le chantier sportif phare du deuxième mandat d'Agnès Lebrun, budgété, conçu et largement commencé sous sa responsabilité. Seuls les délais administratifs, la crise de la Covid, ont retardé la mise en service de ce très bel outil, si longtemps espéré, enfin réalisé, à la satisfaction de tous, même si en commission, l'adjoint à l'aménagement nous a dit ne pas aimer le plastique. Cela m'amène à vous poser 3 questions. Y a-t-il unanimité au sein de votre majorité sur cette belle structure sportive réalisée sous le mandat de Madame Lebrun? Concernant la maintenance et l'entretien qui avaient tant fait défaut par le passé, pouvez-vous nous éclairer sur la situation inédite qu'a connue la salle Oregon dernièrement, puisqu'un match de handball a dû être reporté suite à un problème électrique? De quoi s'agit-il exactement? Les clubs sont inquiets. Avez-vous entrepris d'établir un calendrier précis de maintenance qui pourrait, si c'est le cas, nous être communiqué en commission? Quel sera le projet sportif structurant de votre mandat? À nouveau, la réponse vous est apportée par Patrick Gambache. Je vous remercie à nouveau de souligner qu'en 2 ans et demi, nous sommes passés de l'annonce d'un stade sans inscription budgétaire dans un programme pluriannuel d'investissement inexistant à l'époque, à un stade désormais livré et utilisable. Merci de souligner qu'il y a une différence notable entre annoncer un équipement et le réaliser. Concernant le match de handball, prévu le 5 novembre, une surtension au sein du disjoncteur installé dans le TGBT a brûlé. Les rapports réguliers des installations ne mentionnaient pas de risque particulier inhérent à l'installation et à la surtension inopinée. Dans le rapport numéro 1 2022 de vérification réglementaire pour les ERP en exploitation, je vous passe le numéro, mais c'est le numéro 11 45 26 96 221 R002, il n'y a pas de remarque particulière. Dans le rapport numéro 2 2022 de mars 2022 concernant les installations électriques et leur conformité dans le cadre du Code du travail, un rapport de vérification périodique, les observations contenues pages 6 et 7 ont été corrigées par les agents. Une éventuelle surtension du réseau pourrait donc bien être la cause, c'est-à-dire en dehors de la ville. L'équipe visiteuse attendue a pu être prévenue en temps et en heure et éviter les frais d'un déplacement. Vous le savez, un certain nombre de maintenances et de travaux nécessaires sont connus depuis plusieurs années. Par exemple, le rugby dont vous aviez audité les installations, les actions correctives n'avaient pas fait l'objet d'inscriptions budgétaires. En revanche, nous avons conventionné avec le club en entrant dans une phase de planification. Il y a toujours une différence notable entre annoncer et faire. Un projet sportif pour une ville, ce n'est pas seulement un équipement emblématique. Si c'était le cas, le stade de Quatsero se suffirait à lui-même. La politique sportive animée par l'adjoint au sport et les conseillers délégués se traduit par une ambition qui cherche à développer toutes les pratiques, compétences, loisirs, sport santé, dans la plus grande convivialité. Cette ambition est portée auprès des clubs, dans la commission extra-municipale des sports, qui a été créée comme nous nous y étions engagés. Cette ambition est également portée à travers l'accompagnement de la maison Sport Santé en lien avec le CHPM. Enfin, cette ambition se traduit par un bonus financier pour les clubs en fonction du nombre d'adhérents morlaisiens. La vraie richesse du sport, ce sont tous ceux bénévoles, salariés, qui agissent au quotidien et les élus et élues sont à leur côté pour les accompagner et rendre le sport toujours plus accessible. Merci. Merci Monsieur Gambache. Nous sommes arrivés au terme des questions orales et donc de ce conseil municipal. Chers collègues, je vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. Au revoir.